Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour votre 01 hebdomadaire. Incroyable, chaque jeudi, votre émission high-tech sur 01 TV. Salut François. Salut Jérôme, ravi évidemment de passer cette petite heure en votre compagnie pour le best-of de l'actu tech de cette semaine. Avec au sommaire, pour ce 01 hebdo, eh bien la fin des écouteurs fournis avec les smartphones. C'était une spécificité française, elle va disparaître. On va vous expliquer concrètement ce que ça va changer. Vous découvrez dans cette émission, à l'occasion de notre séquence Tech Care, le Yuka de la cosmétique pour choisir, François, tes rouges à lèvres de manière éclairée. Et ça s'appelle Mireille, mais rien à voir avec Mathieu. Non. Je tiens quand même à vous le dire. Et puis, avec Gilbert Kallenborn, notre spécialiste cybersécurité, on parlera de ces robots qui peuvent retrouver vos codes secrets. Aïe aïe aïe. Enfin, côté hardware, le Labo 01net a testé ce smartphone qui nous intrigue tous, le Surface Duo 2 de Microsoft avec ses deux écrans. Et puis, on retrouvera aussi Margot qui sera avec nous, Margot Duchesne tout à l'heure. On va retrouver avec elle une petite sélection d'applis bien sympathiques. Voilà, on en quoi? Salive d'avance. On en salive d'avance, je cherchais le mot, voilà. On peut le dire. Attendez, je redémarre Jérôme Colombin et je lui mets à jour le dernier firmware. Et c'est parti, merci d'être là pour 01 Hebdo. Mettre à jour Jérôme Colombin, ça serait vraiment mon rêve. Hein. Ouais, mais j'ai des bugs sur la nouvelle version. C'est vrai? Donc il faut attendre la mise à jour de la mise à jour. On l'a un peu remarqué. En tout cas, merci d'être avec nous. 01 Hebdo sur 01 TV. Les box, la chaîne YouTube sur 01net.com. On est partout sur tous vos écrans et on est ravis d'être là, même sur l'appli RMC BFM Play qui regroupe, vous le savez, toutes les chaînes du groupe Altis Media. Il y a aussi 01 TV et toutes les émissions en direct, mais aussi en replay. Et même les jours de congé. Et même les jours fériés. Même les jours fériés, Jérôme. On Exactement. est là, même 11 novembre, vous avez vu? Bon, allez, on démarre tout de suite avec l'actu. Et l'actu, Jérôme, eh bien, c'est cette décision. C'était, une spécificité française. Donc on peut les enlever. Ça embêtait quand même les constructeurs de smartphones qui étaient obligés, eh bien, pour certains, de modifier l'emballage de certains appareils. Parce qu'en France, jusqu'il y a encore quelques jours, il était obligatoire d'avoir le kit main libre avec le smartphone. Et oui, c'était à cause d'une loi, un règlement européen, je crois bien, ou en tout cas français qui avait été maintenu en France, qui disait que pour notre santé, eh bien, il faut absolument nous inciter à téléphoner avec des oreillettes. Seulement, tout le monde n'a pas d'oreillettes, donc on vous les fournit dans la boîte. En l'occurrence, les constructeurs sont obligés de vous le fournir. Ça, c'était la loi qui était en vigueur. Effectivement, alors que partout ailleurs, pour des raisons environnementales, les oreillettes avaient été supprimées et ne devenaient que des options, parce qu'on a tous quand même souvent des oreillettes plein les tiroirs, qui ne servent à rien. Mais il faut savoir qu'au départ, pourquoi ces oreillettes étaient obligatoires? Parce que tu sais, il y avait toujours ce risque, ce danger éventuel d'avoir le téléphone collé à l'oreille. Oui, voilà, c'est ça, pour des questions sanitaires. Pour des questions sanitaires, et avec des questions de sécurité le en fameux voiture. DAS, vous savez, le taux d'émission en fait des smartphones. Bon, visiblement, l'écologie est passée au-dessus. Exactement. C'est Voilà. une nouvelle loi qui dit le contraire de l'ancienne. Voilà. Et donc, bientôt, il n'y aura plus donc l'obligation, parce que après, c'est au choix du constructeur. Le constructeur peut décider de garder le kit piéton, mais il n'aura plus cette obligation. Ce qui fait que Apple, par exemple, quand vous achetez un iPhone depuis 2-3 ans, vous avez vu, il y a cette double boîte avec le produit, plus en plus, et c'était la spécificité française, le kit piéton qui était livré gratuitement. Et bien voilà, tout ça va disparaître sans doute. Voilà, c'est donc la conséquence de cette loi qui vise à limiter, contenir l'impact environnemental du numérique. Et donc, évidemment, il paraît logique de limiter, vous le savez, c'est au niveau de la production des produits high-tech que l'impact est le plus fort. Donc, au moins, on enlève ça. Et comme tu le disais, même si ce ne sera pas une obligation,
je pense qu'il y a fort à parier que les constructeurs vont sauter sur l'occasion. Tout ça à permet fait. de faire des économies aussi. Voilà, ça réduira les coûts, bien évidemment. Et on achètera le smartphone au même prix, hein. Ça c'est certain. Donc vous ne pourrez plus aller dans une boutique en disant oui, mais moi je veux mes oreillettes avec le smartphone. Non, ce sera plus obligatoire. Oui, ou alors il faudra que tu les payes. Oui. Tu pourras demander ça. Pas de problème, monsieur. Allez au rayon oreillettes, dépensez vos écoute, 150 €. Alors justement. Tu sais quoi, moi je vais faire monsieur le vendeur, monsieur. Vous voulez des oreillettes? Alors vous avez vos AirPods, vous avez les oreillettes Samsung qui sont excellentes, et il y en a de nouvelles qui viennent d'arriver. Alors évidemment, dans l'océan d'oreillettes, on ne les cite pas toutes, mais celles-ci ont une spécificité, c'est issu d'une nouvelle marque. Jérôme, d'un nouveau constructeur qui arrive, qui s'appelle NothingTech. Et ces oreillettes que vous êtes en train de découvrir sont assez intéressantes. Déjà, l'histoire, NothingTech, en fait, c'est une espèce de spin-off de OnePlus, puisque Carl Pei, qui est le fondateur de OnePlus, qui est parti l'année dernière, a décidé de créer cette nouvelle marque, NothingTech. Et alors, on en parle aujourd'hui parce qu'ils viennent de sortir, il y a quelques semaines de cela, ces nouveaux trous wireless. Vous les avez vus. Regarde déjà la boîte, elle est plutôt jolie. C'est joli, hein. Les oreillettes sont très jolies aussi, puisqu'elles sont transparentes. On voit en partie tous les composants électroniques. Et je trouve que c'est un côté design plutôt cool. Je les ai testées, elles sont excellentes en plus. Elles coûtent 100 €. Elles se sont déjà vendues à plus de 200 000 exemplaires. Pour une marque qui est inconnue, c'est quand même plutôt un excellent Donc score. une marque chinoise. Marque chinoise, bien sûr, mais enfin chinoise, parce que le cofondateur est Akis Evangelidis, qui était le porte-parole en fait de OnePlus à l'époque en France, et donc il a pris des parts dans cette société-là, et je trouve assez courageux et aventureux aujourd'hui de lancer une nouvelle marque de produits high-tech. Ça c'est le premier, on va dire le premier chapitre. Il prévoit même de sortir un nouveau smartphone avec toujours ce design épuré, des produits qui s'auto-connectent entre eux très facilement. À suivre donc, en tous les cas, ce produit est disponible et franchement, la qualité est au rendez-vous pour 100 €. NothingTech. Moi je ne te crois pas, je vais attendre les tests du labo 01net. Mais tu as bien raison, je pense que ça va bientôt arriver. Bon, autre sujet d'actu, nous allons parler de cybersécurité et nous allons trembler. Et pour trembler, nous accueillons notre maître trembleur, c'est Gilbert Kallenborn. Bonjour. Excuse-moi, la mise à jour n'a pas marché. J'ai essayé, mais franchement, tu sais, à 99%, ça s'annule. Oui, ça foirait. Oui, peut-être que tu pourrais hacker Jérôme Colombin. C'est possible ou pas? Jolie transition. Tout est possible. Tout est possible. Tout est hackable. Non, mais franchement, c'est flippant ce dont tu vas nous parler là. Le piratage de la PS5. Le piratage de la PS5. Oui, mais c'est quelque chose en fait de pas si incroyable que ça, parce qu'en fait, le piratage des consoles, c'est un processus permanent. En permanence. Surtout avec un produit aussi populaire que la PS5. Absolument. On peut imaginer que depuis 1 an qu'elle est sortie, il y a des milliers de gens qui essaient de la pirater. Ah oui, il y a des groupes spécialisés qui font que ça, c'est leur hobby, c'est leur passion. Et donc là, c'est le groupe qui s'appelle Fail Overflow qui a annoncé avoir réussi à extraire les clés de chiffrement racine de la PS5. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est bien à la base. Oui, voilà, donc il ne donne pas beaucoup de détails, mais en clair, ce que ça permet de faire, c'est de déchiffrer en fait le firmware. Et donc du coup, les pirates vont pouvoir, les hackers vont pouvoir regarder un petit peu en détail ce qui se passe dans cette console. Et donc, un jour, peut-être, trouver un jailbreak qui permettra de faire tourner des logiciels un petit peu différents. Ce qui est le vrai cauchemar pour Sony, parce que Sony, c'est la pire des choses qui puisse arriver pour eux, c'est le fait de pirater la PlayStation 5. On est d'accord? Oui, pour tous les fabricants de consoles, c'est ce qu'il y a de pire, parce que la console, c'est un produit extrêmement fermé. Oui. C'est pour comment protéger le modèle économique aussi? Voilà, il n'y a que des logiciels. Pirater le firmware, c'est pas un truc compilé qui est dans lequel on peut pas rentrer normalement. Alors ça, c'est du grand art de piratage. Dans les histoires de piratage que je vois de temps en temps, vraiment le piratage de console, c'est vraiment ce qu'il y a de plus technique, parce que c'est vraiment un produit extrêmement fermé et extrêmement difficile à pirater. Et on sait comment ils ont fait? Non, ils n'ont pas donné de détails, et peut-être d'ailleurs ils ne vont pas en donner. On ne sait pas trop ce que ça va faire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils font ça aussi pour le sport. Parce que, bon, voilà, c'est sympa de pirater un produit comme ça, mais ils vont peut-être pas forcément en faire quelque chose d'illégal. C'est ça, c'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est un hacking. C'est un hacking, voilà. Donc, rappelons que c'est juste un exploit technologique, parce qu'en général, il y a aussi un ego
pour toutes ces teams. Oui, hein. Et le premier qui arrive à hacker la PlayStation 5, même s'il n'a pas de volonté, on va dire, mauvaise, va le dire. Ils vont peut-être même le dire à Sony, en fait. Absolument, parce que Sony a un programme de bug bounty et donc ils rétribuent en fait les chercheurs en sécurité qui trouvent des failles dans leur console. Et là, le pire qui pourrait arriver, c'est que ils communiquent ça à des personnes mal intentionnées, on va dire. C'est le scénario de 2000. C'est le scénario de 2000 pour la PlayStation 4, en fait. Avec la Switch, Nintendo avec la Switch. Voilà, et là, il y a eu tout un business qui a été monté par les hackers. Et du coup, il y a eu des procès faits par Nintendo. Nintendo est vraiment très à cheval là-dessus. Ils ont des détectives, ils ont des avocats. Super Mario, il rigole pas. Hein. Non, ça rigole pas du tout. Mais là, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu crois que ce hack va rester secret ou est-ce qu'il risque d'être communiqué? Et est-ce que ça pourrait être l'ouverture du piratage de la PS5? Pour l'instant, a priori, ils n'ont pas dit qu'ils allaient le publier. Donc, c'est des gens qui sont un petit peu rangés. Il y en a un deuxième en fait qui a annoncé un piratage, qui travaille chez Google par ailleurs et qui a dit moi j'ai pas d'intention de publier. Donc très clairement. D'accord. Donc il y a des failles malgré tout. Enfin, de toute façon, c'est logique. Hein. Il y a des failles dans tous les systèmes. Il y a forcément des failles. Et là, c'est des failles a priori logicielles. Hein. Donc ils ont donné au moins ce détail-là. Et donc, il peut y avoir un patch. Donc, du coup, ils vont peut-être le dire à Sony. Sony va publier un patch et puis voilà. Oui, ça, serait la version, la bonne version. La bonne version. Positive. Alors qu'avec Nintendo Switch, la différence, c'était que c'était une faille irréparable parce que c'était une faille hardware avec le Tegra X. C'est ça. Et donc, je crois que Nintendo avait été obligé de changer la puce à un moment dans la production de la console pour arrêter. Pour qu'on arrête qu'elle soit piratable, en fait. C'était la seule solution. Parce qu'il y avait tout un business qui s'était développé en fait, autour de ça. Terrible. Bon. Ouais. Non, mais c'est... alors, c'est vrai que c'est quand même un sujet touchy. Ça peut faire rêver, par exemple, des jeunes qui sont très férus d'informatique. Il y a un côté un peu fascinant, un peu comme les escrocs, avec presque attirant. Et c'est un jeu, c'est un jeu, mais il faut rappeler que c'est quand même illégal. C'est une action illégale, enfin surtout l'utilisation qu'on en fait derrière, évidemment. Voilà. Tout dépend dans quel cadre on le fait. Si on est chercheur en sécurité et qu'on est affilié, par exemple, au programme de bug bounty de Sony, mais ça peut aussi mal finir. Il y a un autre sujet dans l'actu là aujourd'hui, ça n'a pas dû t'échapper, Gilbert, c'est ce coup de filet contre ce groupe de hackers qui s'appelle Revil. Hein, et notamment, il y a un petit jeune, là, il y a sa photo qui circule sur Twitter, 22 ans, une tête d'ange, comme il est mignon et tout, et apparemment, il est soupçonné d'avoir vraiment... c'est lui qui serait à l'origine, enfin, qui serait vraiment dans l'histoire du... Comment ça s'appelait? Le Kaseya. Kaseya, c'est un éditeur de logiciels américain qui fournit des outils d'administration pour les entreprises. Voilà. Et qui, c'est le plus gros piratage de ransomware de l'histoire du ransomware. Exactement. Et c'est de là qu'il y aurait eu des fuites de produits Apple concernant les MacBooks récemment. Tout à fait. C'est aussi, ils ont piraté un partenaire d'Apple et donc du coup ils ont mis la main sur des documents, des plans, etc. Ben voilà, c'est super. Mais le garçon, il est en prison en Pologne et là il va être transféré aux États-Unis. Donc il va bien s'amuser. Alors il a été Alors oui. Non. Il y a un truc un peu bizarre, c'est qu'ils l'ont chopé en fait à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Du coup là, on se demande quand même. Pourquoi est-ce qu'il allait en Pologne, qui a un traité d'extradition avec les États-Unis alors que l'Ukraine n'en a pas? Peut-être qu'il ne le savait pas. Bizarre. Peut-être qu'il ne le savait pas. Il a peut-être été attrapé avant. Mais bon, tout ce qu'on sait, c'est que dans 2 ans, ce gars-là se retrouvera embauché par un Google, par un Apple. Ah, tu crois? Non? S'il est super doué et super génial, peut-être que l'argent lui fera peut-être changer de camp. Hein. Enfin, on verra bien. Gilbert, tu restes dans les parages. On va se retrouver dans quelques minutes pour évoquer l'article que tu as donc publié sur zeronet.com sur ces bots qui sont capables de soutirer vos mots de passe. Et ça fait encore plus trembler. Vous allez adorer. Et la double j'ai une anecdote à vous raconter. Tu vas nous raconter qui se passe à 01net. Hein. Oui. Ouh là là. Vous restez là, on en parle dans un instant. Mais auparavant, Jérôme, on va fêter un autre anniversaire. Il y a plein d'anniversaires en ce moment. Celui des 40 ans d'Apple France. Eh oui, parce que ça existe, Apple France. Enfin, ça a existé, ça existe plus tout à fait aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'Apple avait pendant longtemps une délégation très importante, à la fois commerciale et technique. Bien sûr. Le siège européen d'Apple était en France, il ne l'est plus. Aujourd'hui, il est en Grande-Bretagne. Ouais.
Mais la France reste effectivement un endroit important pour Apple. Il y a beaucoup d'ingénieurs français qui ont contribué aux plus grandes innovations d'Apple, l'iPod, l'iPhone, etc. Ça a été pensé notamment ici par des ingénieurs français. Et là, pour ces 40 ans, alors c'est quelque chose de beaucoup plus léger qu'ils ont annoncé. Oui, alors bon, voilà, Apple en a profité pour dire qu'ils adoraient la France, qu'il y avait 20 Apple Store, enfin, etc. etc. Ouais. Et puis surtout l'ouverture sur les Champs-Élysées d'un studio. Un studio, alors c'est un studio à la fois d'enregistrement, un studio radio visiblement, tout ça dans l'univers d'Apple Music, qui fait partie de la stratégie de diversification d'Apple. Et donc, Apple a ouvert ce studio, Ouais. Jérôme. Alors, je trouve ça assez étrange cette photo là, parce que c'est très joli. On voit une belle façade parisienne, haussmannienne, etc. Enfin, un studio de radio avec des vitres, ça n'existe pas dans le monde de la radio. Oui. Tu es d'accord avec moi? Oui, c'est vrai, c'est un peu bizarre. Alors, est-ce que ça serait une photo simplement pour faire beau? Non, mais bon, il doit y avoir au moins du double vitrage, mais bon, dans le vrai monde de la vraie radio, on ne fait pas des studios qui ouvrent vers l'extérieur, puisqu'il faut que ce soit totalement insonorisé. Alors, est-ce que ce studio servira par exemple à la création de nouveaux podcasts, puisqu'on sait qu'Apple veut investir sur les podcasts? Il faut des podcasts francophones, ils seraient peut-être faits là-bas. Est-ce que certains musiciens pourraient créer de la musique dans ces studios? On parle aussi d'une installation Dolby Atmos pour que tous ceux qui travaillent, les musiciens travaillent leur son, puissent intégrer du Dolby Atmos, puisque ça fait partie aussi de la stratégie de développement d'Apple Music. Donc il y a plein de questions, on verra bien. Il y a des animateurs depuis le lancement d'Apple Music, puisqu'il y a des radios Apple Music avec des animateurs, mais qui sont en général aux États-Unis. Il y en avait à New York, il y en avait à San Francisco, je crois, ou Los Angeles. Et ça veut peut-être dire qu'il y aurait effectivement un fil musical avec des animateurs français. Ce serait marrant. Et Apple en a profité aussi pour annoncer sa première série française, Jérôme, lors de ses 40 ans. Une série télé? Une série télé avec avec Vincent Cassel. Voilà, une série de 6 épisodes, ça sera un thriller, donc première production 100% française d'Apple. Tu sais que tous les streamers aujourd'hui s'y mettent. Ils ont d'ailleurs l'obligation, c'est-à-dire qu'Apple nous vend ça comme un truc, c'est super cool, on fête nos 40 ans, mais ils vont être obligés, ça fait partie de la loi européenne, de toutes ces sociétés américaines, de produire du contenu localisé français. Netflix l'a fait, Amazon l'a fait, Apple le fera, et donc ils ont annoncé à cette occasion une série avec Vincent Cassel de 6 épisodes. Bon, écoutez, c'est super, mais c'est vrai qu'il y a une longue histoire entre Apple et la France, parce qu'en plus la France a longtemps été un marché super important dans la création, tout à fait. Dans l'édition, etc. Et puis Steve Jobs adorait la France, il faut quand même le savoir. Il venait souvent à Paris notamment pour flâner l'air du temps. Il y avait aussi l'Apple Expo, tu t'en souviens? Oui. Qui était un rendez-vous important. Début des années 2000, Voilà pour l'actu de cette semaine. Eh bien, nous allons passer à notre premier invité, si tu le veux bien. Oui, et nous allons découvrir Mireille. Mais en fait, c'est pas Mireille qui arrive sur le plateau, c'est l'appli Mireille avec notre invité. J'ai l'impression que la mise à jour n'a pas fonctionné, vous l'avez sans doute remarqué. Kaina Benerbi nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Kaina. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. Et vous êtes la fondatrice de Mireille. Exactement. Alors on dit, c'est le UK de la cosmétique. Est-ce que c'est vrai? Eh ben, on est spécialisé sur la cosmétique, c'est vrai. On fait de l'analyse de produits cosmétiques. On a un biologiste qui travaille à vérifier toute la presse scientifique pour vous dire si c'est toxique ou pas. Mais on va un peu plus loin maintenant. On essaye d'accompagner nos utilisatrices parce qu'on s'est rendu compte que dire ce qui était bon ou mauvais, c'était une chose. Mais en cosmétique, on ne peut pas remplacer si facilement ces produits en prenant un produit moins transformé ou des choses comme ça. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Donc maintenant, on essaye de leur conseiller le produit qui leur est adapté. Donc une application sur laquelle je vais trouver des évaluations de tous les produits. C'est quel type de produits déjà? Tout ce que vous trouvez en rayon cosmétique, en supermarché, mais aussi chez Sephora, en vente. Donc c'est quoi? C'est des produits de beauté? C'est des produits de soins, produits de beauté, produits d'hygiène. On nous répond souvent que c'est une application uniquement pour les femmes, mais je crois qu'on utilise tous du gel douche, du shampoing. Du coup, c'est d'ailleurs conseillé pour tout le monde, que ce soit les hommes ou les femmes. Oui, c'est bien de temps en temps d'aller se laver. C'est ce qu'on dit. Juste une chose, Kaina, ça marche comme UK, excusez-nous, mais on prend toujours c'est normal. Mais comme ça, au moins, les gens comprennent bien. Ouais. Je lance l'appli, je scanne un QR code et j'ai des informations. C'est ça, vous scannez le code barre. Vous scannez le code barre. Vous pouvez aussi rechercher le
produit directement par son nom. D'accord. Et on a une petite spécificité en plus qu'on a développée particulièrement pour les personnes qui utilisent des sites internet pour aller voir quels produits ils vont acheter. C'est que vous pouvez copier n'importe quelle composition et la coller dans l'application et ça va vous analyser la composition. Ah, pas mal, très bien. Mais encore une fois, petit parallèle avec Yuka. Yuka fait ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez scanner des produits de beauté avec Yuka. En quoi vous différenciez-vous de ce qu'ils font ? Eh ben nous, on est vraiment, dans ce cas précis. On est vraiment très spécialiste sur la cosmétique, c'est-à-dire qu'on n'analyse pas autre chose et on a fait le choix de prendre un biologiste à la maison qui travaille que pour nous et qui va vraiment aller chercher toutes les compositions. Et puis notre autre spécificité aussi, qui est importante pour nous, c'est qu'on est payant. C'est un choix qu'on a fait pour conserver notre indépendance et pour être vraiment concentré sur nos utilisatrices. Non pas que Yuka n'a pas gardé son indépendance. Mais on a tous fait des choix dans les applis. On n'est pas nombreuses dans les applis du style. On a fait des choix de business model un peu différents les unes des autres. Nous, c'est celui-là qui, pour nous, était le plus adapté. Combien ça coûte ? 20 € par an. 20 € par an, pour pouvoir savoir exactement ce qu'on se met sur le corps. Exactement. Quel type d'informations on peut avoir ? C'est-à-dire, par exemple, une jeune fille qui achète un rouge à lèvres un peu dans une, enfin je sais pas où, dans un coin, pas dans le grand circuit de distribution. On va lui dire attention, ça c'est dangereux, etc. Alors, on va lui dire chaque ingrédient, est-ce qu'il est dangereux ou pas pour sa santé ? Est-ce qu'il représente un risque selon la presse scientifique ? On va lui dire aussi s'il est parfaitement clean, parce que ça arrive aussi énormément. On va lui donner aussi des indications en plus. Donc, on travaille aussi avec la petite Gabi, qui est youtubeuse beauté green. Et elle va dire aussi... Ben voilà, tel ingrédient, il n'est pas dangereux pour la santé, mais il n'est pas idéal, il peut donner des boutons, il peut créer des irritations, donc choisir autre chose. Et on essaye de donner une information complète. Est-ce que vous évoquez l'efficacité de ces produits ? Parce que c'est bien beau de dire qu'ils ne sont pas nocifs, mais c'est intéressant aussi de voir s'ils sont efficaces. C'est un savon qui lave, tu veux dire ? Non, mais je sais pas, il y a des déos par exemple, un truc tout bête, mais il y a des déos qui sont plus efficaces que d'autres. C'est un grand sujet et en plus, ça se voit peut-être un peu, j'aime beaucoup le maquillage, donc pour moi, c'était pas possible d'abandonner le maquillage conventionnel. Simplement pour dire que ça ne va pas être nocif. Il faut que ce soit efficace. Il fallait quelque chose qui ait des couleurs et tout, donc c'est pour ça que l'analyse de composition ne suffit pas et c'est pour ça qu'on est en train de développer et qu'on a commencé à développer déjà des conseils à côté pour justement trouver le produit le plus adapté à votre type de cheveux ou à votre type de peau et au type de maquillage que vous avez envie de réaliser pour retrouver cette efficacité dans des produits plus simples pour la santé et pour la planète. Et d'ailleurs, ça se développe de plus en plus. Donc, ça s'est pas mal amélioré quand même. Hein. Les fabricants aujourd'hui, je crois qu'il y a même des réglementations. Je dirais, ça devient très très strict. Il y a plein de produits qu'ils ne peuvent plus utiliser, soit pour des raisons sanitaires, soit pour des raisons environnementales. À mon sens, les applis comme Yuka ou comme nous, on fait un peu office de lanceur d'alerte. En fait, de groupe de pression. En fait. On crée le terrain favorable pour la législation. Est-ce qu'il y a, pour compléter la question de Jérôme, est-ce qu'il y a vraiment encore aujourd'hui, dans le commerce, des produits qui ne devraient pas être vendus par leur niveau de toxicité? Alors, il va y en avoir, deux types. Le premier, ça va être des produits qu'on va retrouver, qui ont été interdits, mais qui traînent encore dans les circuits de distribution. Sur les réseaux sociaux, les personnes qui nous suivent savent que je suis une acharnée pour une marque de lingettes qui a continué à distribuer alors que la NSM avait mis une interdiction sur un des ingrédients. Des lingettes de quoi? Des maquillantes? Des lingettes pour bébé. Des lingettes pour bébé? Ouais. Et j'ai passé 1 an et demi à dire non mais en fait ça fait 1 an que vous ne pouvez plus vendre ce produit, il y a du phénoxyéthanol. Le phénoxyéthanol n'est pas un problème pour les adultes, mais ça l'est pour les enfants selon la NSM et selon d'autres études. Donc voilà, ça c'est des trucs qu'on va retrouver. Ce qui est mis en avant en général dans ces cas-là, c'est dire oui mais le temps que les réseaux de distribution se mettent en place, et ce malgré que la législation prévoit déjà des... Ils jouent la montre en fait, tous ces gens-là, tous ces industriels, vous croyez? Oui, et puis en fait, il n'y a personne qui va vraiment s'en rendre compte. Et puis, visiblement, ça met du temps avant d'être pris en main. Donc, oui. Et quand vous voyez ce qui arrive aujourd'hui à Yuka, par exemple, avec les producteurs de jambon, sur la fameuse question des nitrites qui sont sujets à polémique. Alors, c'est scandaleux. Et on soutient Yuka évidemment sur ce qu'il rencontre dans cette situation. Mais vous craignez que ça peut vous arriver un truc comme ça un jour? Oui, parce qu'on peut imaginer que c'est des groupes de cosmétiques qui ont énormément d'argent.
Et on peut imaginer que... Oui, mais même sur certains produits, parfois les choses ne sont pas claires. Hein. Il y a des différences d'interprétation, Nous, etc. on est très clair. On se base que sur de la presse scientifique. Pour nous, il n'y a pas de doute sur ce qu'on met. Quand on met quelque chose comme déconseillé, on sait qu'il y a un consensus scientifique. Simplement, la législation européenne, elle met parfois 20 ans à interdire un ingrédient, justement parce qu'il va y avoir des discussions à Bruxelles, il va y avoir des questions de lobby qui vont interférer. Donc ça va mettre énormément de temps. L'attaque ne vient pas spécialement que du juridique, on peut aussi avoir des soucis. Nous, particulièrement, on a été contrôlés par la répression des fraudes et on a vérifié qu'on ne disait pas de bêtises, qu'on ne favorisait pas des marques plutôt que d'autres. On nous a expliqué aussi qu'on n'avait pas le droit de dénigrer quelque chose qui était autorisé sur le marché. Eh oui. C'est un vrai problème pour nous parce qu'en fait, on peut prendre l'exemple de l'alcool ou de la cigarette qui sont interdits et pourtant qu'on peut dénigrer aujourd'hui. Donc il y a un problème. Alors notre société change. Aujourd'hui, il y a le Nutri-Score, par exemple, qui est un truc quand même qui peut être assez violent pour certains produits. Hein. Quand vous voyez un Nutri-Score E, mais quand c'est du beurre, c'est normal qu'il y ait du gras dans le beurre. Oui, hein. C'est là où, la cosmétique a cette petite finesse de dire, en fait, il n'y a pas de raison que vous infligiez un gel douche qui va vous rendre, qui va être un facteur de risque pour des maladies. Ça se remplace facilement. Ouais. Alors que le beurre, dans certaines conditions, on sait qu'on n'a pas envie de le remplacer. Mais voilà, pour un rouge à lèvres, on essaye d'être aussi pas jugeant avec nos utilisateurs en disant, si vous avez un produit qui vous plaît vraiment, qui vous fait du bien, faites une question de dosage exactement comme avec l'alimentation. Mais est-ce qu'à votre avis, demain, on pourra avoir un body score comme on a un Nutri-Score? C'est-à-dire, j'achète un gel douche, j'ai A, B, C, D, E. Il y a des marques qui essayent. C'est vrai, il y a des marques qui essayent quand même, qui jouent la transparence. Alors, nous, on considère que c'est pas vraiment de la transparence parce que le score, il est créé par la marque. Donc, ça devient compliqué d'être à la fois juge et partie. Alors que le Nutri-Score n'est pas créé par la marque. Le Nutri-Score n'est pas créé par les marques. C'est tiré d'une base de données, c'est standardisé. C'est ça. Là, ce qu'il y a aujourd'hui n'est pas quelque chose de standardisé, n'est pas quelque chose de complètement ouvert. Donc, pour nous, c'est pas possible. Et sur la question de la cosmétique, c'est très complexe. Déjà parce qu'on n'a pas les pourcentages. Donc, on ne pourrait pas comparer deux produits de la même façon. Ah oui. Et c'est pour ça que nous, on n'a pas de note globale. Il y a une transparence, mais elle est limitée. Elle est extrêmement limitée en cosmétique. Et en scannant les produits, on comprend tout de suite si c'est bon ou pas. Parce que là, on voit des images, on voit qu'il y a beaucoup d'informations. Quand on est dans les magasins, on comprend tout de suite, oui, non. Oui. Alors en haut de notre fiche produit, vous allez retrouver donc à chaque fois un petit récapitulatif pour vous dire est-ce que tout est parfait dans ce produit, il n'y a pas de souci, ou est-ce qu'il y a des ingrédients sur lesquels on vous invite à aller lire un petit peu ce qu'on dit. Nous, on aimerait que les gens aillent lire ce qui se passe parce qu'on pense que c'est important pour se réapproprier ces sujets-là, de comprendre un peu. Et puis en plus, il y a des questions d'allergie. Il y a des produits qui vont être problématiques pour certaines personnes et pas pour d'autres. Exactement. Ça, les allergènes, c'est pour ça que chez nous, ils ne sont pas dans le spectre de couleurs. On les a sortis, on a fait du bleu. C'est un choix justement pour bien me rappeler qu'il n'y a pas de danger. La cacahuète, si vous n'y êtes pas allergique, vous n'évitez pas les plats à base de cacahuètes. C'est même bon. Et c'est même plutôt bon. Et en cosmétique, en fait, c'est la même chose. Il y a beaucoup de produits avec des allergènes qui sont des très bons produits. Mais on va retrouver des allergènes issus des plantes, par exemple. Et donc, ce serait dommage de s'en priver. Bien sûr. Eh bien voilà, ça s'appelle Mireille. Pourquoi Mireille ? Eh bien parce que c'est comme ça que mon associé appelle sa communauté, Mireille et Paulette. Et c'est une expression qu'elle utilise beaucoup, que j'adore. Donc on est toutes des Mireilles. Ah bah super. Parfait. Eh bien écoutez, on va tester Mireille. Kaina Ben Herbi, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé par le plateau de 01 Hebdo sur 01 TV. Jérôme, avant de retrouver dans quelques instants le test de la surface du haut 2 de Nicolas Lelouch, et croyez-moi, il faut que vous restiez avec nous parce que vous allez voir, il n'est pas tendre avec ce produit Microsoft. Avant tout cela, c'est le retour de Gilbert Kellenborg qui revient sur ce plateau. Gilbert qui n'a pas besoin de produits de beauté. Quand on le voit tout de suite. Naturellement beau. Naturellement beau. Absolument. Voilà, il ne brille pas. Enfin, il brille intellectuellement, mais pas au niveau épidermique. Donc tout va bien. On n'est pas très bon au niveau rouge à lèvres, on n'est pas les clients parfaits, c'est sûr. Non, c'est sûr. Tous les trois. Bon, alors, je le disais, on va se refaire peur. On va parler de cybersécurité. On va laisser de
côté la PlayStation 5 et on va parler d'un autre problème qui peut vraiment tous nous concerner et nous toucher. Et d'ailleurs, c'est arrivé. Alors, c'est arrivé. C'est arrivé. Alors, c'est les attaques sur l'authentification forte. Alors, vous avez sans doute remarqué qu'il y a de plus en plus de services en ligne qui activent, parfois même de force, comme chez Google, l'authentification forte. Donc, la double authentification. La double authentification. Donc, je mets mon identifiant, mon mot de passe, et en plus, je dois rentrer un code à usage unique, où je dois appuyer, que je reçois par SMS ou par mail. Ou sur une application, ou alors il faut que j'appuie sur une notification d'application. Est-ce que c'est bien vous? C'est bien toi que je dis oui. C'est pas mal d'ailleurs. Hein. Ah oui, c'est très franchement, bien. Ça rassure. Très bien. Ah oui, parce qu'en général, si en gros, si tu n'as pas ton téléphone avec toi, personne ne peut pirater ton compte. Exactement. Et donc, en théorie, il y a quand même des moyens, et je vais vous raconter une petite anecdote. Alors, c'est un ancien collègue de ZeroNet, qui m'a raconté ça. Donc, on garde son anonymat. Voilà, on va l'appeler Mathieu. Donc, Mathieu, un soir, reçoit l'appel d'un technicien d'Orange qui lui dit écoutez, monsieur, quelqu'un a tenté de se connecter à votre compte et pour éviter toute intrusion, il va falloir figer le mot de passe. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, je ne sais pas. Et pour cela, vous allez recevoir un code sur votre téléphone que vous allez me communiquer et comme ça, tout rentrera dans l'ordre. Et malheureusement, il l'a fait. Et quelques jours plus tard, sa ligne téléphonique ne fonctionnait plus et il a vu sur ses relevés bancaires des dépenses frauduleuses d'un montant de 5 700 €. Ouh là là là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Le technicien, en réalité, c'était un pirate. Et il s'est fait passer pour... C'est fait passer pour un technicien Orange, oui. Bon, mais ça, on sait que ça peut arriver. Ça s'appelle l'ingénierie sociale, c'est l'arnaque. Mais déjà, ce qu'il y a de fort, c'est qu'il savait que sa victime était abonnée Orange. Ah, bien sûr. Non, mais les gens qui font ça ont déjà énormément d'informations. C'est des attaques ciblées. C'est dingue. Ce ne sont pas des attaques de masse, ce sont des attaques ciblées. Ils ont déjà beaucoup d'informations. Ils ont déjà un mot de passe. Ils ont fait une petite enquête sur toi, en fait. Bien sûr. Ils sont là uniquement pour vous cibler, vous. Et grâce à des fichiers qu'ils ont rachetés, des trucs foireux. Donc le code que Mathieu a donné, en fait, c'était un second facteur d'authentification, parce que le mec derrière, en fait, il était en train de rentrer sur son compte Orange. Et donc, il avait déjà le mot de passe, il avait l'identifiant, il lui manquait le code. Et donc, il s'est fait passer pour un technicien pour dire, vous pouvez me donner votre code, ce sera pour sécuriser votre compte. Et en fait, non, c'est pour rentrer dans le compte. Il a créé une eSIM, donc il a transféré la ligne téléphonique. Avec cette ligne téléphonique, ça s'appelle le SIM swap. Il peut après valider des achats comme avec le 3D Secure. Le 3D Secure. Là, il y a tout un truc quand même assez compliqué. C'est un truc à tiroir. Hein. Oui, mais un truc à tiroir. Attends, pour qu'on comprenne bien, là, parce que c'est assez chaud quand même à comprendre. Hein. Avec ce code qu'il a reçu, il a pu créer une deuxième carte SIM. Une deuxième carte SIM virtuelle. Toujours sur le compte de Mathieu. Sur son propre smartphone, donc le smartphone du pirate. Oui, mais sur le compte de Mathieu. Sur le compte de Mathieu. D'accord. Donc, du coup, Mathieu, lui n'avait plus de téléphone. Qu'est-ce qui se passe ? Plus de téléphone. Et après, tous les achats frauduleux. Voilà. Et ce qui était validé avec la ligne téléphonique. Qui était facturé sur la ligne téléphonique, c'est-à-dire ? Non, là, c'est de l'achat. Non, mais tu sais, quand tu achètes quelque chose sur Internet, ta banque, en fait, t'envoie ou un code SMS pour valider ton achat. Ah oui, donc du coup, il recevait tous les codes de validation. Moi, typiquement, c'est mon appli bancaire. Ou alors, c'est par l'appli, oui. Alors, je dirais pas où, parce qu'après, il y a peut-être des gens qui veulent enquêter sur moi. Donc ça, c'est un exemple, en fait, comment contorner en fait, l'authentification double. C'est généralement par une escroquerie. C'est presque fascinant. C'est dingue. C'est-à-dire que c'est génial. Enfin, au-delà de l'aspect répréhensible, c'est des gens qui sont hyper malins quand même. Ils sont très malins. Ils ont déjà une bonne préparation. Ils ont une bonne préparation. Ils connaissent votre mot de passe, qui vous êtes, vos comptes, etc. Alors par contre, ils ne sont pas tous forcément très calés en ingénierie sociale. Appeler, se faire passer pour un technicien. Une nouvelle tendance, c'est les OTP bots. Alors du coup, en fait, c'est l'ingénierie sociale automatisée. Alors du coup, vous allez recevoir l'appel d'un robot en fait, un robot de la banque par exemple, qui va vous dire attention. Alors c'est toujours les mêmes raisons. Hein. C'est attention, quelqu'un essaye de s'introduire dans votre compte, ou attention, est-ce que c'est bien vous qui êtes en train de faire cet achat, et attention. Et donnez-nous votre code ou appuyez sur la notification que vous allez avoir. Et derrière, en fait, quelqu'un va récupérer le code et pour rentrer dans le compte et faire le piratage. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ne plus répondre au téléphone, c'est mieux, non ? Oui, moi je vais me coucher, rester sous la couette et je vais tout éteindre. Non, c'est très simple. Il y a un principe qui est très simple. Ne jamais donner un code
Exactement. à quelqu'un. Parce qu'un Bien code, sûr. c'est un facteur d'authentification. C'est comme un mot de passe. Ouais. C'est la même valeur. Donc il ne faut jamais donner un code à un tiers. Jamais. Le code, c'est la vie. Voilà. Code is law, code is life. Il ne faut pas valider quelque chose Mais- sur un smartphone quand quelqu'un est à l'autre bout du fil. Ouais, non, ouais. non. Pour revenir à Mathieu, tu disais tout à l'heure que ça lui a coûté, j'imagine qu'il y a des assurances, mais ça lui a coûté 5 700 €. C'est-à-dire que le pirate lui a retiré pour 5 700 Non, il a €. Non, fait il a des fait des achats. achats. Il a acheté pour 5 700 Ouais, € voilà. de produit. Oui, des Ouais. taxis. Alors, oui, plein de taxis, il m'a dit. Ah bon Aussi des achats chez Boulanger. Enfin, bon, voilà. Et il s'est fait rembourser? Alors, je ne connais pas la suite, mais oui, mais de toute façon, dès qu'il y a fraude, les banques remboursent. Ça c'est Même clair. si ouais. il y a la double authentification Ouais, ouais, est valable. Ouais. C'est- Bah, mais tu vois, ça c'est une question. Eh oui, parce oui, que mais là, là, il- c'est une question- arnaque. C'est une arnaque. Il n'a pas donné Ouais, mais c'est une arnaque. Mais qui volontairement, peut prouver que c'est une arnaque Bah oui, c'est finalement peut-être son Parce cousin. qu'à partir du moment où il y a la double authentification, c'est toi qui valide que c'est vraiment toi qui fais l'achat. Et donc moi demain j'achète, je sais pas moi, Est-ce que ça a valeur de signature j'achète Oui, l'appartement de Il avait- Jérôme en il a- double. il peut prouver qu'il n'avait plus sa ligne téléphonique. Oui. Donc, que c'était pas Mais à lui mon qui avis c'est validait. plus complexe que des piratages, Voilà. on Bon, va dire. À la Si vous petite êtes semaine. avocat ou si vous travaillez dans une banque, dites-le nous. Non, mais c'est hein. intéressant. Bah, évidemment que c'est intéressant. C'est Ouais, super tout à fait, Parce que intéressant. là, on a un petit Et flottement. juste pour dire, les OTP bots, c'est pas le truc qu'on se procure dans le dark web, etc. Non, il suffit d'aller dans Telegram en fait. Hein. Ça s'appelle, par exemple, il y en a un qui s'appelle SMS Ranger. Vous allez voir, hein. On peut se connecter sur le channel SMS Ranger et commencer son piratage. Alors il faut quand même une clé de licence qui coûte quelques Mais il ne centaines faut pas d'euros. dire ça Mais, à la télé, Gilbert. Oui, bon, cela dit, après tous ceux qui ouvert, nous ont tout se regardés fait. sauront qu'il ne faut pas répondre à ce type de choses. Exactement. Ouais, moi, je te mets, C'est évidemment illégal. bien sûr. C'est illégal. C'est comme ça qu'on finit en prison en Pologne, hein, Ça- je vous le dis. hein. Ça peut coûter cher, hein, si on se fait choper là, comme ça. Ah bah, le piratage, oui, ça peut plusieurs années en prison, bien sûr. Ouais. D'accord. 50 000 € d'amende. Ok. Bon, eh ben, écoute, merci Gilbert Kallenborn. Ouais, faites attention, hein, donc voilà, vous avez un ingénieur Orange qui vous appelle ou un porte-parole Ne d'Orange. jamais donner un code à personne. Jamais donner un code, voilà, c'est très simple. jamais. Vous savez, c'est comme les mails qu'on reçoit là de phishing. En général, c'est pas nominatif ces mails-là. Parfois, il hein. m'appelle parce qu'il a oublié un mot de passe, parce qu'on a quelques mots de passe communs. Oui, ça, c'est J'arrête vrai. de lui Ça, donner. c'est pas une bonne pratique. Hein. Non, Excusez-moi, mais mais c'est fini, je te Partager donne les plus les mots de mots de passe. passe. Non, mais tu sais quoi, je retrouve C'est comme dans les l'hi- brosses à dents, ça se partage pas. C'est vrai, je retrouve dans l'historique. Je t'efface pas. Je ouais. garde. Merci beaucoup, Gilbert. C'est passionnant ce sujet. À retrouver donc toute l'enquête sur 01net.com. Voilà. Vous pouvez lire ça sur 01net.com. Parfait. Eh bien, nous allons passer à quoi Eh bien, on va passer On va- au test de la Surface Duo 2. Nicolas Lelouch, alors on en a déjà parlé de ce smartphone un peu bizarre, tu sais, c'est la deuxième génération de ce smartphone avec un double écran. Double écran avec une charnière au milieu. Donc, ce n'est pas un Exactement. écran pliable. C'est un vrai smartphone à double écran, assez grand format. Mhm. Et c'est la deuxième version du Duo de Microsoft. Exactement. Et donc, Nicolas l'a pris en main. Regardez ce test. C'est difficile. Mais comment Microsoft a pu sortir un truc pareil? Il y a quelques mois, nous avions testé le Surface Duo de Microsoft et c'était sans doute un des tests les plus cruels de l'histoire de la rubrique smartphone de 01net.com parce qu'il faut dire que ce produit n'allait pas du tout. 2 ans après l'annonce du premier modèle, Microsoft vient de lancer le Surface Duo 2 qui est en quelque sorte une version améliorée de la première génération, mais qui ne revient pas sur le concept de base, c'est-à-dire qu'on reste sur 2 écrans qui permettent donc de faire 2 choses à la fois, avec un téléphone qui peut tourner à 360 degrés, ce qui permet donc de l'utiliser avec un écran si on le souhaite. Le prix de cet appareil, il est toujours extrêmement élevé, puisque ça coûte 1 599 €, et avant de rentrer dans les détails du test, on va être clair, c'est toujours aussi mauvais. Déjà, on fait un rapide point sur les améliorations de cette seconde génération. Microsoft a corrigé quelques-uns des défauts techniques qu'on avait cités dans le premier test. Par exemple, on passe sur un vrai processeur haut de gamme, le Snapdragon 888. On adopte au passage la 5G et le Wi-Fi 6. On gagne le NFC, ce qui permet enfin de payer avec ce téléphone. Ce n'était pas le cas du premier modèle. Et au dos du Surface Duo 2, on remarque l'apparition d'un triple module caméra. Enfin, dans les détails, vous remarquerez sans doute que le Surface Duo 2 a toujours de grosses bordures d'écran, mais elles sont tout de même plus petites que sur le premier modèle. Maintenant, on a 2 écrans de 5,8 pouces. Sur le papier, il y a donc
pas mal de choses qui ont changé. Maintenant, l'implémentation, elle est toujours aussi laborieuse chez Microsoft et on le constate déjà rien qu'avec le design du smartphone. C'est toujours aussi salissant, glissant et pas pratique à tenir. Et surtout, ce triple module caméra, il n'est pas du tout à la bonne place parce que le produit n'est pas fait pour. Quand on déplie le Surface Duo 2, eh bien, on ne peut pas le faire entièrement parce que le module caméra bloque l'ouverture. C'est quand même très problématique, d'autant plus qu'on ne peut prendre des photos qu'avec les deux écrans ouverts. Dès qu'on a un seul écran, l'appareil photo, il est caché. Le concept du Surface Duo 2, s'il est aussi séduisant que celui du premier Surface Duo, eh bien, il présente les mêmes problèmes. Par exemple, si les deux écrans sont très pratiques pour faire deux choses différentes, Microsoft promet aussi une utilisation tablette qui consiste à utiliser les deux écrans pour la même chose. Eh bien, l'utilisation, ça ne sert franchement à rien parce qu'on a une bordure immense au milieu. Ça coupe les sous-titres en deux, ça bloque des lettres sur le clavier, ça rend certaines applications inutilisables. Par exemple, le bouton pause qui va être caché dans une application, c'est pas du tout pratique. Quand on passe en mode une main, le téléphone est tellement large que c'est pas vraiment facile à tenir. C'est vraiment hyper compliqué de taper un message sur le clavier. Et surtout, c'est le plus gros défaut du Surface Duo selon nous. C'était déjà le cas l'année dernière. Il n'y a pas d'écran de couverture comme sur le Galaxy Fold de Samsung par exemple. Résultat, quand il est fermé, on ne peut rien faire avec. On n'a pas l'heure, on n'a pas ses notifications. Si quelqu'un nous appelle, on ne le voit pas. Et au final, à chaque fois qu'on le déplie, on voit qu'on a raté des messages et des appels. C'est très problématique pour un téléphone. Ce qui est dommage, c'est que Microsoft est conscient de ce problème. La preuve, avec le Surface Duo 2, ils ont légèrement incurvé l'écran pour que l'heure et les notifications puissent apparaître quand l'appareil est fermé. La réalité, c'est qu'à part sur un certain angle très précis, on ne voit rien. Et surtout, la plupart du temps, on passe à côté de l'écran qui s'allume. Le pire dans tout ça, c'est que tout ce qu'on vous a dit, c'est limite pas important par rapport aux autres problèmes du Surface Duo 2, en l'occurrence les bugs. Sur le premier modèle, revoyez notre test si vous avez envie de rire un petit peu, on vous avait listé tous les bugs qu'on avait trouvés dans l'interface. Et ce qui nous a surpris, c'est que 2 ans après, Microsoft n'a rien résolu. Pire, il y a des nouveaux bugs qui sont apparus. Déjà au niveau de la réactivité, c'est bien beau d'avoir un processeur Snapdragon 888, mais parfois quand on touche une icône, il ne se passe rien quand on fait un geste pareil. Et même plus surprenant, parfois c'est une autre application qu'on n'a pas du tout demandé qui va s'ouvrir sans aucune raison. On ne sait pas du tout comment Microsoft a réussi à arriver à cette situation. Sur 01net.com, dans notre test écrit, on vous liste tous les bugs qu'on a trouvés sur ce Surface Duo 2, mais on note par exemple de gros problèmes avec des erreurs de traduction par exemple, les interfaces complètement buggées qui s'affichent sur 2 écrans alors qu'elles ne devraient être que sur un seul écran, les applications qui se désinstallent alors qu'on n'a rien demandé, l'appareil photo qui s'ouvre à l'envers, c'est-à-dire que vous prenez une photo mais vous la voyez dans le mauvais sens. Il n'y a pas grand-chose de cohérent sur ce Surface Duo 2. Il lui arrive parfois de bugger complètement et on est obligé de le redémarrer. C'est franchement très moyen et on ne comprend pas comment Microsoft, qui est quand même l'inventeur de Windows, a autant de mal avec Android. On peut espérer que le futur Android 12L fonctionne mieux sur les appareils à 2 écrans, mais pour l'instant, Microsoft seul, il n'y arrive pas. Parlons maintenant rapidement de la photo, parce qu'on a quand même un triple module caméra, ce qui est assez prometteur pour un smartphone. Déjà, comme on vous l'a dit, pour prendre des photos, il faut déplier le smartphone. C'est très embêtant, pas du tout pratique, d'autant plus que l'application, elle bug, elle est très lente. Et surtout, vous le voyez, à part les photos du capteur principal, les photos du Surface Duo 2 sont très mauvaises. Et même avec le capteur principal de nuit, c'est granuleux, il y a un problème de gestion de la lumière. On est sur une partition digne d'un smartphone à 200-300 €, pas 1500 €. Avant de conclure, on fait quand même un point sur ce qui va à peu près avec ce Surface Duo 2. Déjà, les écrans, eh bien, il y a eu une belle amélioration. C'était très peu lumineux sur le premier modèle. Là, c'est pas mal, hein, on dépasse les 700 candélas par mètre carré, ce qui veut dire que quand on l'utilise dehors, les 3/4 du temps, eh bien, on voit très bien sur cet écran. Enfin, au niveau de l'autonomie, c'est satisfaisant, c'est-à-dire qu'en autonomie polyvalente, notre laboratoire a mesuré 14h37 avec un seul écran et 10h02 avec 2 écrans. La réalité, elle se situe entre les deux, puisqu'on utilise l'appareil parfois fermé, parfois avec un écran, parfois avec 2 écrans, et donc on arrive à tenir la journée assez facilement avec ce Surface Duo 2. C'est plutôt satisfaisant. On pourrait tenter d'être gentil, de trouver des qualités à ce produit, mais ce n'est pas le cas, ça ne va pas du tout. Comme avec le premier Surface Duo, Microsoft semble s'entêter dans un concept qui ne tient pas vraiment la route parce que le produit n'est pas utilisable à une main, parce qu'il y a trop de bugs logiciels et Microsoft n'arrive pas à les résoudre, et que finalement, le Surface Duo en lui-même, il n'est pas pratique au quotidien, il vaut mieux avoir un vrai smartphone.
Tout ça est d'autant plus dommage qu'à 1 599 €, il est à 100 € près d'un Galaxy Z Fold 3 qui pour le coup est extrêmement abouti et a un vrai écran pliant. On ne comprend vraiment pas le positionnement de Microsoft qui fait n'importe quoi sur la catégorie smartphone. Peut-être qu'à 400-500 € ça pourrait être un bon appareil secondaire, une sorte de mini tablette facile à transporter, mais pour l'instant c'est vraiment beaucoup trop moyen pour qu'on vous le recommande. C'est de loin la pire expérience utilisateur sur le marché du smartphone. On espère que Microsoft va réussir à se rattraper, mais vu les progrès en 2 ans, on est assez sceptique. Et oui, c'est le tour maintenant de retrouver Margot Duchesne pour sa sélection d'applis. Mais auparavant, puisqu'on parlait de produits high-tech qu'il faut choisir ou pas, je vous rappelle que vous avez tout le contenu de la Labo Week qui vous attend sur 01 TV. Et c'est très important puisque, vous le savez, on se rapproche des fêtes de fin d'année, des moments où on va se faire plaisir, où on va faire plaisir. Et toute la rédaction de 01net, en collaboration avec le Labo Fnac Darty, vous propose une sélection géante de tous les meilleurs produits high-tech de cette fin d'année, à retrouver sur 01net.com, sur la chaîne YouTube de 01 TV. Une sélection géante, mais nous, on s'intéresse vraiment à ce qu'il y a de plus intéressant. Tout à fait, non, mais géante dans le en fait, je voulais dire dans les catégories, puisqu'il y a 10 catégories en fait. Voilà, que ce soit des smartphones haut de gamme, moyenne gamme, télé, etc., etc. Donc allez-y, franchement, vous trouverez le bon produit high-tech au bon prix grâce à 01net.com. Eh bien, c'est dit. Merci, François. Mais de rien, Jérôme, ça fait plaisir. Alors, c'est Margot Duchesne qui nous a rejoint. Bonjour Margot, oui, je rigolais avec ton petit jingle, là, quand tu fais ça. Mais on devrait faire le même avec toi, je pense que ça tirait bien. Margot, on va parler d'applications zéro déchet. Tu nous as fait une petite présélection. Oui, voilà, j'ai choisi 4 applications en fait pour l'anti-gâchis et surtout pour le côté green tech, un peu dont on a parlé pas mal cette semaine. Donc du coup, dans la continuité, je me suis dit pourquoi pas faire une petite sélection. Donc j'en ai choisi 4. Avec la première, ça sera Ocean Zero. Donc c'est une application qui a été créée en 2018 et qui a été créée par la fondation Surfrider Europe. C'est comme Ocean's 11, mais en zéro. Ouais, c'est ça, un petit peu. T'as vu l'accent qu'elle a? Ah ouais, non, t'as vu comment c'est impressionnant. Ça joue un peu, je me la raconte, c'est pour ça. Non. Et donc, en fait, c'est vraiment pour l'initiation. Voilà, vous commencez, vous débutez dans cet univers un petit peu green. Et donc, du coup, on se dit, il y a des défis à relever. L'application, elle est très jolie, elle est assez ludique. J'aime beaucoup le design, c'est sympa. Franchement. Et puis, on arrive avec des applications maintenant à faire des défis. Donc, on a 25 petits défis. Donc, on choisit, c'est par étape après étape. Et puis, par exemple, le premier, je sais pas, ça va être passer à arrêter avec les pailles en plastique et puis passer à celles qui sont en acier. Et donc, ne pas jeter ses mégots de cigarettes. Oui, voilà, ne pas jeter ses mégots de cigarettes. Et puis, il y a une sensibilisation. Il y a des petites vidéos, il y a des tutos. Ça vous pouvez cliquer sur les liens et vous allez sur YouTube. Hop, il y a des tutos. Il y a aussi des tutos pour faire ses produits, son shampoing, son détergent, son dentifrice, son baume à lèvres. Et donc, du coup, là, c'est le do it yourself. Alors, sensibiliser, relayer l'information à ses amis, c'est un peu ce qui est prôné avec cette application. Le petit hic, c'est comme je vous ai dit, c'est l'initiation. Il n'y a que 25 défis. C'est très peu. Donc, si vous voulez continuer, vous pouvez aller sur les sites internet et vous pouvez continuer avec d'autres applications comme celle que je vais vous préciser. Voilà, la gamification, c'est toujours sympa, c'est vrai. Ce qu'il faut, c'est les faire en vrai. Enfin, ces défis-là, il faut les... voilà. Après, il faut appuyer sur le bouton. Oui, c'est bon, je vais le faire, je me porte garant, je vais vraiment le faire. Ta deuxième appli? La deuxième appli, c'est TubeTop. Alors, TubeTop, c'est... je vous avais présenté Mapster la dernière fois. Oui, absolument. C'est un petit peu la même chose, mais avec les commerces zéro déchet. Donc, les boulangeries qui sont à côté de chez vous, je sais pas, ça pourrait être la fromagerie d'à côté, la boulangerie, le primeur et les restaurants même aussi qui acceptent les bocaux en verre. Le vrac, donc tout ce qui est les sacs pour les vracs. Il y a aussi des contenants réutilisables. Donc c'est tout à indiquer. Vous cliquez sur celui qui est à côté de chez vous, vous regardez, tiens, je peux venir avec mes bocaux en verre. Ou alors, non, il y a des consignes, ils vous les prêtent et puis comme ça, vous pouvez revenir. C'est aussi le côté un petit peu revenir et du coup avoir vraiment ses commerces à soi. Oui, créer un lien avec le commerce en plus. Et de la confiance. Et puis voilà, donc c'est assez sympathique. Et puis vous pouvez ajouter vos propres commerces parce que le petit côté négatif de TubeTop, c'est que il n'y a pas beaucoup de commerces. Il faut bien se le dire, il n'y a pas beaucoup de magasins. Et donc du coup, c'est quelque chose qu'il faut alimenter aussi par vous-même. Donc vous les ajoutez. Et puis après, quand vous cliquez sur le système de tag, c'est le même qu'avec Mapster. Vous appuyez. Et puis vous avez les horaires. Vous avez aussi le numéro de téléphone.
Et vous avez le site internet qui peut être directement affiché quand vous cliquez sur le lien. Il y a Alors, même voilà. la consigne aussi, je crois. Hein. Il y a toute une partie Oui, consigne. oui, oui. Si, comment utiliser, alors si par exemple ils font avec le riz, si vous pouvez venir avec le vrac ou pas, tout est vraiment bien Et renseigné. ta bouteille mais de jus de pas fruits, beaucoup. tu bois, et tu ramènes ta bouteille, Ouais. ça re-remplit. Enfin, il y a tous ces trucs-là. C'est 0 déchet. Ouais, Ça, c'est c'est- vraiment le mot d'ordre, quoi. C'est pas mal du tout. Ça s'appelle TubeTop. Oui, mais pas beaucoup de références. Non. C'est le petit côté Le négatif. petit hic. Ouais. Troisième appli. Troisième application, c'est Phoenix. Alors Phoenix, alors leur petit slogan, c'est les produits renaissent de leur cendre. Ah, comme d'où le nom. Phoenix. Et oui, voilà. Voilà. C'est le Too Good To Go 100% made in France, 100% français, avec bientôt 3 millions d'utilisateurs sur leur application. À l'inverse, Too Good To Go, c'est danois. C'est une application qui fait le même système, c'est avec des paniers. Donc, vous regardez les commerces autour de chez vous qui sont partenaires avec cette application et qui vous disent, bon, bah voilà, à la fin de la journée, j'ai un panier anti-gâchis avec quelques viennoiseries, ou ça peut être aussi Franprix. Ils ont beaucoup de partenariats avec les grandes marques, les grandes industries. Et en fait, ils ont plus de 10 000 commerces partenaires, avec 1500 associations partenaires également. Parce que, en fait, le Phoenix, c'est aussi l'application Phoenix, elle est née en 2019, mais Phoenix en soi, c'est né en 2014. Je m'explique. L'application, c'est qu'une vitrine. C'est une vitrine, c'est une petite brique parmi l'énorme cosme qu'est Phoenix. C'est la partie B2C. On va Oui, dire. voilà, exactement. D'accord. Et du coup, en fait, il y a un blog, il y a plein de choses avec des articles pour vous donner des conseils, vous donner des astuces, des petits tips. Mais c'est surtout l'application en elle-même, elle vous permet d'être connecté avec donc l'utilisateur, mais aussi les associations et aussi les grands groupes. Pour le coup, il y a des références là. Oui, il y a énormément de références. Comme je le disais, il y a plus de 10 000 commerces partenaires. Et puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est que même si vous n'avez pas acheté le petit panier, eh bien, en fait, le commerce se dit, c'est pas grave, il y a des invendus, mais je vais quand même les donner, je vais faire des dons Ouais. à la banque alimentaire ou alors aussi pour l'alimentation. Rien n'est perdu, en canine. fait. Rien n'est Oui, jeté. C'est ça l'idée de Phoenix. Exactement. C'est vraiment pas de déchets. Et donc, c'est assez intéressant. Et puis surtout, c'est moins cher. Ils se prennent une marge qui est moins énorme que, par exemple, Too Good To Go, avec 83 centimes au lieu d'1,09 €. Margot, la quatrième. La quatrième, c'est Plant Jammer. Plant Jammer, bon, voilà, on a commencé par l'initiation, on a vu les commerces autour de chez nous, 0 déchet, on a aussi l'application pour récupérer les invendus, pour avoir des paniers pour nous. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ces paniers repas? Qu'est-ce qu'on en fait de ces légumes un petit peu abîmés, parce que c'est souvent ça? Eh bien, on prend Plant Jammer, on dit, j'ai des tomates, j'ai des œufs, j'ai, je sais pas, du poulet, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ils vous font des recettes. Donc c'est assez agréable, vous avez les aliments dans votre frigo, rien n'est jeté, hop, on fait des recettes. Et puis il y a énormément de filtres, des filtres au niveau du régime alimentaire, si vous mangez ou non du poisson, de la viande ou si vous êtes végétarien. Et puis vous pouvez aussi mettre votre liste de courses pour la semaine, voilà, vous répertoriez les recettes que vous voulez faire. Par contre, il y a un souci. Ah, il y a un hic. Pendant le confinement, c'était une application qui était 100% gratuite, donc qui était très agréable. ouais, Le souci, c'est que maintenant, la version gratuite, elle est très restreinte, très réduite. Et donc, vous avez la version payante. Bah, il faut bien vivre, hein, Margot. Il faut bien vivre, je suis d'accord, mais c'est vrai que du coup, le nombre de recettes qui sont accessibles en version gratuite, elles sont pas énormes. Donc voilà, ça va du 3,49 € par mois à 119,99 € ad vitam aeternam. Voilà, à vie pour avoir le contenu à vie. Pourquoi pas. Donc c'est sympa. Ça s'appelle Plant Jammer. Voilà. Merci Margot. Ouais, je Eh vous en ben, prie. Petite magnifique, sélection Margot. très intéressante de ces applis zéro déchet. Oui. Et il faut les utiliser. Ouais. Très C'est important. clair. Eh bien, Jérôme, ce 01 Hebdo est terminé. Eh bien oui, j'en ai peur, mais on était ravis de passer à nouveau Oui. cette petite heure en votre compagnie et on se retrouvera bien sûr jeudi prochain. Voilà, et un bon long week-end pour tous ceux qui ont la chance d'en profiter. On sera là la semaine prochaine. Il va tout le revenir monde. bronzé encore, il m'énerve. Tu crois? Il m'énerve, C'est il même pas sûr. m'énerve. C'est même pas sûr, même pas sûr. Portez-vous bien, merci de nous suivre en tout cas, à la semaine prochaine. Salut à tous.